Nous allons discuter de la santé du cœur de la femme et pour en discuter, nous accueillons le professeur Claire Lehello du service de médecine vasculaire et thérapeutique du CHU de Saint-Étienne. Je vous laisse la parole et puis je reviendrai vers vous dans 20 minutes pour une discussion avec le public et des questions éventuelles. Je fais partie de l'équipe du service de médecine vasculaire et thérapeutique du professeur Bertoletti au CHU de Saint-Étienne. Alors tout d'abord, les maladies cardiovasculaires. Il y a eu tout plein d'avancées thérapeutiques au cours des 50 dernières années et c'est tant mieux, que ce soit du point de vue des médicaments ou des points de vue de la chirurgie lorsqu'on a besoin de réparer une artère. Ça reste néanmoins la première cause, disons une cause majeure d'hospitalisation, de handicap acquis et de décès précoce. Et c'est la première cause de perte d'années de vie, en fait. Et chez l'homme, c'est la deuxième cause de décès. Par contre, chez la femme, ça reste la première cause de décès. Les décès de cause cardiovasculaire. Alors, souvent, on pense que c'est l'homme. Hein. On dit c'est une maladie de l'homme, c'est pas une maladie de la femme. Eh bien, voilà pourquoi je suis là ce jour avec vous, c'est que, eh bien, les femmes, malheureusement, ne sont pas épargnées. Donc, la première cause de décès en France, en Europe, chez les plus de 85 ans et chez les femmes. Donc, les vaisseaux, c'est quoi les vaisseaux? Et le médecin vasculaire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, il s'occupe de toutes les maladies des artères, des veines et de la microcirculation. Alors, microcirculation, c'est les petits vaisseaux et les lymphatiques. Donc, vous voyez, on s'occupe des artères, des veines, des lymphatiques et des micro-vaisseaux. Et donc, aujourd'hui, je vais axer sur les artères. Et donc, les artères, on en a dans tous les organes. On en a dans le cœur, on en a dans le cerveau, etc. Et donc, je vais vous parler du risque cardiovasculaire, parce que ce qui impacte la survie de la femme du point de vue cardiaque, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire et le risque cardiovasculaire. Alors, c'est quoi le risque cardiovasculaire? C'est le risque de développer une maladie cardiovasculaire athéromateuse. Donc, vous avez dû entendre parler de l'athérome. L'athérome, c'est la formation de plaques à l'intérieur de la paroi de nos artères. Et ça peut toucher toutes les artères. En premier lieu, les artères du cœur. Mais pas que. Il y a aussi les artères du cerveau. Les artères de jambes. Vous avez dû entendre parler de l'artériopathie des membres inférieurs. Des fois, les gens disent artérite. Les reins, ça peut toucher les artères rénales et ça va donner de l'hypertension. Et ça peut toucher aussi les artères digestives, les artères de l'intestin, de la digestion. Vous voyez, ça peut toucher en fait toutes les artères de votre organisme. Et en dessous, je vous ai mis un dessin d'une artère avec à l'intérieur une plaque d'athérome. Donc au début, la plaque, elle est toute petite, elle est toute fine. Et puis au fil des années, la plaque grossit, s'épaissit. Et puis à un moment, ça peut aboutir à l'obstruction d'une artère. Donc bien sûr, on va se focaliser sur le cœur, parce que c'est la santé du cœur de la femme, et parce que c'est quand même la localisation la plus souvent atteinte. Et donc c'est lié aux facteurs de risque cardiovasculaire. Alors on en a tous des facteurs de risque cardiovasculaire, surtout quand on prend de l'âge, parce que déjà l'âge, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Les trois qui sont en haut, alors je vais essayer, mais oui, ça passe pas, parce que sur le blanc de l'écran, ça marche pas. Les trois qui sont tout en haut, c'est ceux qui sont incompressibles, vous n'y pouvez rien. C'est être un homme, prendre de l'âge, et avoir dans sa famille un homme ou une femme qui ont fait un accident vasculaire artériel précocement, avant 55 ans chez un homme, avant 65 ans chez une femme. Donc le fait d'être un homme, le fait de prendre de l'âge et le fait d'avoir des antécédents dans sa famille d'infarctus ou de mort subite, ça, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Vous ne pouvez rien là-dessus, vous ne pouvez rien changer. Par contre, en dessous, il y en a plein d'autres que vous pouvez changer. Le tabagisme, ça, vous n'êtes pas obligé de fumer. Manger trop sucré, manger trop salé, manger avec trop de gras, trop de beurre, la malbouffe, ce que je vous ai mis en bas à gauche, c'est-à-dire les frites, le Coca-Cola, je sais pas. Le fait d'être sédentaire, de passer plus de 6 à 8 heures par jour sans vraiment beaucoup bouger, c'est-à-dire le canapé, la chaise, etc. Le manque d'activité physique. On devrait tous faire 2h30 par semaine minimum d'activité physique d'intensité modérée. La marche, un peu rapide, c'est de l'activité physique. Mais il faut la faire par morceaux d'au moins 10 minutes pour que ce soit bénéfique. C'est-à-dire, je marche 10 fois 1 minute, c'est pas pareil que de marcher 10 minutes de suite. Et puis le stress.
Donc je vous ai quand même mis le stress parce que c'est quand même un marqueur, un facteur de risque cardiovasculaire si on a un mode de vie stressant. Donc pour faire de la prévention, alors chez les personnes qui ont déjà fait un accident artériel, on va faire de la prévention secondaire, ce qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire il y a déjà eu un pépin et je fais de la prévention secondaire. Là vous comprenez qu'on va être très très rigoureux et avoir des cibles de traitement très haute. Enfin, on va être très très rigoureux. Et puis la prévention primaire, c'est pour tous les patients chez qui il ne s'est rien passé. Donc c'est traiter avant l'apparition d'une maladie ou retarder l'apparition d'une maladie pour en diminuer le nombre de nouveaux cas, ce que nous on appelle l'incidence. Alors bien sûr, nous notre rôle en tant que médecin, c'est de faire de la prévention secondaire, de prendre en charge les gens qui ont été malades, mais aussi d'insister sur la prévention primaire. Or, dans notre mode de vie actuellement, on a plein de choses pour faire de la prévention cardiovasculaire, et notamment la primaire, c'est-à-dire de prendre en charge individuellement nos facteurs de risque cardiovasculaire et modifier notre mode de vie. Et c'est les hommes, mais bien sûr aussi les femmes. Et plus tôt on le fait, mieux c'est. À partir de 20 ans, on commence à encrasser nos artères par de l'athérome. Ouais, à partir de 20 ans, on commence à avoir des toutes petites stries qu'on appelle lipidiques à l'intérieur des artères. Alors la prévention secondaire, bien sûr, on va demander aux patients les symptômes, etc. On va faire des examens. La prévention primaire aussi, on va lui demander s'il a des symptômes. Mais la prévention primaire, c'est la situation où j'ai jamais été malade, il m'est rien arrivé, rien du tout. Et comment je vais savoir si je suis à risque cardiovasculaire ou pas? Comment on fait? Alors on a des scores. On a des scores qui ont été construits. Et notamment, il y a un score qui s'appelle le score 2 ou le score 2 OP. OP, c'est pour personnes plus âgées, old person, c'est en anglais. Et donc, en prévention primaire, on calcule le score. Je vais vous dire globalement comment il a été construit. Et en fonction du chiffre qu'on obtient avec ce score, on peut dire vous êtes plutôt à faible risque cardiovasculaire, vous êtes plutôt à risque cardiovasculaire modéré, vous êtes plutôt à risque cardiovasculaire élevé. Alors, les scores, le score 2, c'est un score européen. C'est-à-dire que nous, en médecine, quand on utilise un score, il faut l'utiliser vraiment avec la population avec lequel il a été construit. Donc la France, nous sommes en Europe, on va utiliser un score européen. On ne va pas utiliser le score des Américains qui n'ont pas le même mode de vie. Donc c'est le score 2. Et mon risque individuel à moi, il va dépendre de mes facteurs de risque cardiovasculaire à moi. Et ce score, il nous dit quel est votre risque de faire un événement cardiovasculaire, mortel ou pas, à 10 ans. C'est-à-dire dans 10 ans. Alors, ce score, n'ayez pas peur, c'est juste des... Mais c'est très simple, vous pouvez si vous êtes en prévention primaire, c'est simple à évaluer. Alors, la France, nous sommes un pays à faible risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où notre mode de vie fait que, et notre génétique, entre guillemets, de population, on n'est pas un des pays à plus haut risque cardiovasculaire en Europe. Par exemple, la Russie, ils sont à très haut risque cardiovasculaire, etc. Donc il y a 4 zones pour les pays européens. Nous, la France, faible risque cardiovasculaire. Et donc ce score, il contient... ah oui, je ne peux pas montrer, bon, tant pis. Homme-femme, fumeur, pas fumeur, l'âge, la pression artérielle maximale, le premier chiffre quand vous mesurez votre pression artérielle, et votre mauvais cholestérol. Donc en fonction, tout ça, là vous l'avez, je peux le montrer là. Donc homme, femme, fumeur, pas fumeur. L'âge, vous l'avez ici, les classes d'âge. Là vous avez la pression artérielle. Et en dessous, vous avez le cholestérol qui est écrit là-bas. Et donc du coup, en fonction, vous allez tomber sur soit sur un petit rond vert, faible risque cardiovasculaire, soit un petit rond orange, vous êtes au milieu, soit un rond rouge, vous êtes à risque élevé. Alors c'est bien beau ce score, mais il ne comprend pas tout, donc il faut faire attention. Il ne contient pas le diabète, c'est-à-dire que vous êtes diabétique, vous ne pouvez pas utiliser ce score-là, il y en a un autre. Il ne contient pas la pression artérielle diastolique, le deuxième chiffre quand vous mesurez la pression artérielle. Il ne mesure pas l'indice de masse corporelle. Il n'est pas applicable aux gens de moins de 40 ans. Il ne tient pas en compte de vos antécédents familiaux dont je vous ai parlé tout à l'heure.
il ne tient pas de votre mode de vie sédentaire, ni de votre mode d'activité, votre manque d'activité physique. D'accord? Donc il y a des limites. Et en plus, il n'a pas été testé chez la femme. Voilà. Et donc la femme dans tout ça. Là, je vous ai planté un petit peu le décor. La femme dans tout ça. Ben, la femme, dans la tête des gens et encore de beaucoup de médecins, elle est protégée, la femme. Souvent, on dit, oh, bah, les femmes, elles font moins de pépins artériels, elles sont protégées. Elles sont libres de droit, mes images, je les ai prises sur Internet, mais bon, mais non, elles sont libres de droit. J'ai pris les trucs libres de droit, parce que sinon on n'a pas le droit de diffuser. Mais néanmoins, j'ai d'autres diapos qui sont, j'ai pas le droit de diffuser, notamment celle du buste du cœur, donc si vous pouvez juste éviter de les prendre en photo. Donc la femme dans tout ça, ben, la femme, elle est très active maintenant, elle travaille, puis elle a une famille, elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe du chat, elle s'occupe du chien, elle s'occupe du sport des enfants, elle s'occupe de la lessive, elle s'occupe des courses. Voilà, elle est ultra connectée. Et donc, des fois, elle est au bord de la crise de nerfs parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, on sait très bien. Et en plus, elle a des facteurs de risque cardiovasculaires aussi. Elle fume, elle est stressée, elle mange trop salé, elle mange mal, elle mange trop sucré, elle mange trop de lipides, etc. Et en plus, je vous l'ai déjà dit, ces scores, ils n'ont pas pris en compte la femme, parce qu'en fait, ils ont été construits avec des cohortes d'hommes. Dans la construction, dans la cohorte de validation, parce qu'on fait toujours, on construit le score sur une cohorte et on le valide sur une autre. Il y avait un petit peu de femmes dans la cohorte de validation, mais 12 femmes, vous voyez, sur des milliers d'hommes. Donc, et puis, ça ne prend pas du tout en compte d'autres facteurs liés à la femme que sont la pilule, les grossesses, les complications de la grossesse, la prééclampsie, la ménopause. Donc tout ça, c'est pris en compte alors que ça intervient et ça joue sur les artères de la femme. Donc vous comprenez très bien que ce score, il sous-estime le risque de la femme. Donc on s'en sert quand même, hein, mais nous, on sait qu'il le sous-estime. Et que l'autre notion, c'est que 20% des événements coronaires surviennent chez des femmes qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire. Hein, et donc c'est pour ça qu'on découvre d'autres facteurs de risque cardiovasculaire dont je vais vous reparler. Et les femmes et les santé, en fait, grosso modo, les femmes, elles mettent leur santé entre parenthèses. Elles sont jamais malades. Enfin, faut vraiment qu'elles soient très, très, très malades pour aller consulter. Voilà. Elles mettent un peu leur santé entre parenthèses. Elles font passer leur famille en premier. Elles se font suivre médicalement, des fois un petit peu en pointillé. Et donc pas forcément prises en charge de façon optimale. Elles s'automédiquent plus que les hommes. Ça, c'est aussi connu, c'est une enquête qui a montré ça. Et donc, il y a un retard dans leur prise en charge parce qu'en fait, elles ne consultent pas. Une femme un petit peu fatiguée, c'est parce qu'elle a trop bossé, elle fait trop de choses, voilà, etc. Ben non, une fatigue inhabituelle, ça peut être un infarctus du myocarde. Ça on a vu ça. Et à âge égal, en fait, les femmes ont plus de facteurs de risque cardiovasculaire que les hommes. Donc il y a la sédentarité, bien sûr, il y a le tabagisme, l'alcool. Alors boire trop, l'alcool à toute petite dose est un peu protectrice sur les vaisseaux, mais ça je devrais pas vous le dire parce que c'est pas du tout protecteur pour le foie. Le stress, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, l'obésité, etc. Mais à ça s'ajoutent des facteurs de risque hormonaux que n'ont pas les hommes. Vous voyez. Donc on dit globalement que jusqu'à la ménopause, les femmes sont plutôt protégées. Mais néanmoins, maintenant, elles fument autant que les hommes, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 30, 40, 50 ans. Et après la ménopause, elles rattrapent en fait le niveau de risque des hommes. Donc du coup, c'est là une de mes collègues, Claire Mounier-Veillé, qui est cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille, qui a mis en place le buste du cœur. Je ne sais pas si certaines femmes en ont entendu parler. Il est venu 2 fois à Saint-Étienne, le buste du cœur. Ça part du constat que y a 76 000 décès par an du cœur de chez la femme. C'est la première cause de mortalité. Et ça touche même des femmes dès l'âge de 45 ans. Donc c'est jeune. Et que les maladies cardiovasculaires tuent 6 fois plus que le cancer du sein, les femmes. Et qu'il y a 200 femmes par jour en France qui meurent d'une cause cardiovasculaire.
Donc le bus du cœur, il est venu en 2021, en 2023 à Saint-Étienne. C'est quoi le principe? Donc c'est Claire Monnier-Veillé qui l'a cofondé avec Thierry Drillon. C'est de sauver 10 000 femmes en 5 ans, en faisant du dépistage cardiovasculaire en fait. Donc c'est un bus qui va dans différentes villes de la France, c'est toute une organisation, c'est un peu compliqué, et où les femmes ont un entretien, ont une mesure de pression artérielle, un dosage de cholestérol, un dosage de sucre, un entretien gynéco et un entretien d'addictologie pour celles qui fument, et puis on fait sur une roue comme ça, vous voyez, tout autour sont les facteurs de risque cardiovasculaire, et on remplit. On met la croix sur chaque facteur cardiovasculaire. Vous comprenez vite que si vous êtes dans le vert, c'est plutôt bien. Si vous êtes dans le rouge, c'est plutôt pas bien. Mais cette représentation visuelle, en fait, permet aux femmes de se rendre compte, ça marche aussi pour les hommes, mais de se rendre compte de son niveau de risque cardiovasculaire et qu'est-ce qu'il y a à corriger, à améliorer, en fait. Et ça, c'est les autres facteurs de risque dont je vous ai déjà parlé, mais qui sont liés à la femme. C'est les femmes qui ont eu des règles très précocement ou très tardivement, la contraception œstroprogestative, parce que les œstrogènes peuvent être délétères, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, l'hypertension pendant la grossesse. Ça, c'est vrai. On sait maintenant que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Le diabète pendant la grossesse, les grossesses, plus de 3 grossesses, l'hystérectomie, donc la chirurgie d'exérèse de l'utérus, des ovaires, la ménopause précoce, avant 40-45 ans. Les femmes qui ont eu beaucoup de symptômes pendant la ménopause, on se rend compte qu'elles ont un risque cardiovasculaire plus important. Les femmes qui ont eu un cancer du sein à gauche, et notamment si elles ont eu de la radiothérapie, parce que les rayons à long terme peuvent donner de l'athérome, et donc le cœur est à gauche. Et les calcifications mammaires qu'on repère sur les mammographies, maintenant on se rend compte que c'est aussi un facteur de risque cardiovasculaire, bien sûr lorsque ce n'est pas lié à une néoplasie du sein. Et puis toutes les autres situations émergentes, les migraines, les maladies auto-immunes, les Crohn, la précarité sociale, les gens qui ont peu de ressources ou qui ont peu d'entourage social affectif. On s'est rendu compte aussi que ces facteurs de risque cardiovasculaire, le stress, le confinement Covid, la charge de travail, syndrome d'apnée du sommeil. Alors je ne sais pas si vous avez suivi tout à l'heure la table ronde qui était vraiment très très bien faite. C'est vraiment un facteur de risque cardiovasculaire. L'apnée du sommeil, il faut la dépister. C'est un facteur de risque cardiovasculaire, la fibrillation atriale et puis la mauvaise hygiène de vie alimentaire ou d'activité physique. Donc vous comprenez qu'on va interroger les femmes sur leurs facteurs de risque gynéco-obstétricaux, aussi les symptômes de la ménopause, les migraines, maladies inflammatoires, le stress, la précarité, l'apnée du sommeil, la fibrillation atriale. Donc tout ça c'est important. Donc je pense que je vous ai peint le tableau de pourquoi la femme est à risque cardiovasculaire et qu'il ne faut pas dire non, c'est une femme, elle est protégée. Non, nous ne sommes pas protégés. Parce que y a le stress, le télétravail, l'emploi du temps surchargé, les facteurs de risque qu'on connaît, classiques, mais plus tous les facteurs de risque hormonaux dont je vous ai parlé. Et cerise sur le gâteau, c'est que les symptômes chez la femme sont complètement différents de chez l'homme. L'infarctus, l'oppression qui fait mal dans le bras, etc. La femme, ça peut être simplement un essoufflement inhabituel, une fatigue inhabituelle, un torticolis. On se rend compte que la femme n'a pas forcément les mêmes... Alors bien sûr, elle peut avoir les mêmes symptômes, mais elle n'a pas forcément les mêmes symptômes que l'homme. Alors vous comprenez que on peut passer à côté et que il faut être très 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 vigilant. Et ça peut expliquer un défaut de repérage et de prise en charge. Et en plus, oui, peu de recherche spécifique, ça veut dire quoi? C'est que dans les grandes études, pour tester les médicaments, les scores, les machins, les trucs, il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Donc en fait, il y a peu... Et nous, par exemple, l'artériopathie des membres inférieurs, on est en train de se rendre compte chez la femme que c'est une maladie complètement différente de chez l'homme. Mais pareil, dans les études, dans les registres, il y a toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, faut savoir repérer les signes d'alerte, des palpitations, un pouls plus rapide que d'habitude, sensation de malaise ou de l'angoisse inhabituelle, des douleurs dans le dos, dans le thorax, la nuque, la mâchoire, fatigabilité, essoufflement à l'effort, mal à la tête ou troubles de la concentration, des bourdonnements d'oreilles, des scintillements devant les yeux, des sensations d'avoir du mal à respirer ou douleurs à la marche ou difficultés à la marche. Alors, je vais me dépêcher parce que... Et après, il faut du temps pour les questions.
Vraiment très important, c'est le dépistage de l'hypertension. Et le meilleur moyen, c'est la mesure en automesure avec un appareil à la maison, selon la règle des 3. Ça, c'est vraiment très important. 3 fois le matin, 3 fois le soir. Je vais vite, vous pourrez me reposer des questions après. 3 jours de suite. C'est vraiment le meilleur moyen de savoir si vous avez de l'hypertension ou pas. Surtout chez les femmes ménopausées, mais même avant, si vous avez eu de l'hypertension pendant la grossesse, il faut vraiment faire du dépistage. Et comment faire de la prévention? C'est manger équilibré. Alors on m'a dit tout à l'heure que vous avez eu chips ou non pas chipolata, je ne sais plus, qu'on vous a proposé au repas ce midi. Et on m'a dit de passer le message. Hot dog ou chips. Pardon? Hot dog ou chips. Voilà, c'est ça, hot dog ou chips. Et une femme m'a dit, vous direz pas que c'est moi, mais vous leur direz que franchement, c'était pas l'idéal. Pas de tabac, faire de l'activité physique d'intensité modérée au moins 2h30 par semaine. La marche et de l'activité physique, le vélo, la piscine, ce qui vous plaît en fait. Diminuer votre temps de sédentarité en dessous de 7 heures. Moi par exemple je suis sédentaire, mais je fais assez d'activité physique. Ça ne veut pas dire la même chose. Sédentaire parce qu'à l'hôpital je piétine, je ne fais pas des grands trajets. Mais je fais mes 2h30 d'activité physique par semaine. Et du coup je devrais faire 5 heures d'activité physique par semaine parce que je suis sédentaire. Je devrais en faire 2 fois plus. Un verre d'alcool max par jour chez les femmes. 0, je pense que c'est mieux. Voilà, donc faire tous les jours et penser à consulter. Si vous préférez cette image, que je montre souvent aux étudiants, c'est celle-là. C'est le régime méditerranéen. D'accord? Les fruits, les légumes, l'huile d'olive, de colza, de noix, plutôt les viandes blanches, les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, mais pas en boîte, hein, pas bourré de sel. Les légumineuses, j'en ai oublié, et surtout très peu de sel. Donc pas les eaux à bulles, hein, pas celles du coin. Badois, Vichy, Saint-Thior, elles sont bourrées de sel. Hein. Donc vous avez le droit, j'ai pas d'action, hein, à Salvetta qui a mis le soleil en bouteille mais pas le sel. Si ça peut vous permettre de vous souvenir. Je dis ça aussi aux étudiants, et ça au moins ils s'en souviennent. La Perrier et le percolateur, vous savez. Et après il faut regarder sur les étiquettes. Il faut qu'elles contiennent moins de 50 mg de sel par litre. Voilà. Et bien sûr, donc, pas trop sucré, pas très très peu salé, pas de cigarettes et de l'activité physique. Donc, les femmes, pensez à votre cœur, ne pensez pas qu'aux autres, pensez à vous. C'est démontré, là, les femmes pensent plus aux autres qu'à elles au sein de leur famille. Ne négligez pas un symptôme inhabituel, c'est-à-dire un truc que vous n'aviez pas et que vous avez et qui apparaît. Non, c'est peut-être pas rien, quoi. Donc prenez soin de votre santé et le mieux c'est de faire de la prévention, c'est-à-dire que même si vous avez 20 ans, 30 ans, moi c'est ce que je dis à mes étudiants, faites de la prévention parce que plus tôt on commence, mieux c'est et plus vous protégez vos artères. Voilà, j'ai terminé. Merci. Un peu en retard. Merci professeur Lehello, on a bien compris les enjeux de la santé du cœur de la femme. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? N'hésitez pas à lever la main et je vous apporte le micro. J'arrive, madame. Merci. Je voudrais savoir, quand on a fait un test à l'effort, oui. Est-ce que ça fait une protection? Est-ce qu'on sait, enfin, à la suite du test, est-ce qu'on peut être un peu rassuré si on nous donne des bonnes nouvelles? Est-ce que c'est suffisant? Voilà. Tout à fait. Alors on a plusieurs types de tests d'effort. Il faut juste regarder si vous êtes allé à la fréquence maximale théorique sur votre compte-rendu, FMT. Mais si vous avez fait une épreuve d'effort, que vous êtes allé à la fréquence maximale théorique et qu'elle est négative, ça veut dire que votre cœur à l'effort ne souffre pas. Donc vous pouvez être rassuré. D'autres questions peut-être? Une autre? Oui, elle a une autre question, la dame. Encore une? Attendez, je reviens du coup. Je vais rester à côté de vous si jamais vous en avez une troisième. Alors, je vais parler de la tension artérielle. La tension, oui. Donc, j'en ai eu pendant quelques temps et on m'a fait faire un test pendant... j'ai gardé un appareil pendant 24 ou 48 heures, je ne me souviens plus. Et à l'issue de ce test, tout était bon. Et ma tension a baissé. D'accord. Alors pourquoi pendant 3-4 mois j'ai eu... Alors, avant de faire votre enregistrement des 24 heures, vous la preniez comment votre tension?
Juste ponctuellement chez le médecin? Oui, uniquement. Alors, c'est très bien. Je vais vous inviter auprès de mes étudiants, comme ça, pour témoigner. En fait, la prise ponctuelle chez le médecin traitant, vous pouvez très bien avoir des chiffres élevés, parce que vous êtes stressé, parce que vous avez peur d'être en retard, parce que normalement, on devrait la mesurer chez le médecin traitant après 15 minutes de repos allongé au calme. Oui. On ne peut pas. Ou alors, il faut 3 salles d'examen. Et voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, je pense que vous aviez de l'hypertension, qu'on dit des fois de blouse blanche, parce que vous la mesuriez ponctuellement chez le médecin traitant. Alors, le grand juge de paix, c'est l'enregistrement des 24 heures. Ça, c'est vrai. Parce qu'en plus, on a la pression artérielle de la nuit. Et ça, vraiment, ça nous dit si les gens sont hypertendus ou pas hypertendus. Mais on ne peut pas faire des enregistrements 24 heures à tout le monde. Et puis, on le fait ponctuel, enfin, on le fait de temps en temps. Par contre, l'automesure, selon la règle des 3 à la maison, c'est pas aussi bien qu'une MAPA des 24 heures, hein, mais c'est quand même franchement très très bien. Et ça permet surtout aux gens qui sont traités de savoir s'ils sont équilibrés. Parce qu'il y a plein de gens qui sont traités pour l'hypertension, mais qui ne sont pas assez traités. C'est-à-dire qu'ils sont à 14,8. C'est trop. Oui, vraiment donc c'est l'auto-mesure selon la règle des 3. Donc vous, en fait, vous aviez une hypertension blouse blanche. Voilà. Il faut juste de temps en temps que vous... Ça a duré quand même sur le temps, ça a duré 3-4 mois. Moi, ce que je vous engage, parce que les patients qui ont de l'hypertension blouse blanche, on s'est rendu compte qu'ils ont un petit risque d'en faire plus tard de l'hypertension. Donc moi, ce qui serait bien, je pense, pour vous, c'est de mesurer 2 fois l'année, selon la règle des 3. C'est-à-dire avec un appareil validé au bras, à la maison, le matin, vous vous levez, vous vous asseyez, vous mettez tranquillement à un endroit avant le petit déjeuner, avant les médicaments, avant la première cigarette pour les horribles gens qui fument, et vous mesurez 3 fois de suite à 1 ou 2 minutes d'intervalle. Et vous refaites la même chose 3 fois le soir avant de vous coucher, et 3 jours de suite. Et ça, c'est vraiment fiable. C'est fiable, et on peut même dépister les gens qui font de l'apnée du sommeil, et ce qui est quand même bien aussi, parce qu'on se rend compte qu'ils sont hyper tendus le matin et moins hyper tendus le soir. Voire même hyper tendus le matin, mais pas hyper tendus le soir. C'est pour ça que je disais que c'est pas aussi bien qu'une MAPA des 24 heures, mais franchement, si tous les gens hyper tendus, traités, faisaient du contrôle en automesure, eh bien ça permettrait de faire de la bonne prévention cardiovasculaire. J'ai répondu à votre question ? Il nous reste 2 minutes pour une dernière question. Ah là là, c'est dur de choisir. Je vais répondre vite. Je voulais rebondir sur l'apnée du sommeil. Quand on vit seul, comment peut-on savoir si on fait de l'apnée du sommeil ou pas ? Est-ce que vous êtes fatigué le matin en vous réveillant ? Est-ce que vous endormez quand on vous laisse dans une salle d'attente ? Est-ce que vous faites pipi plein de fois la nuit ? Voilà. Après, s'il y a un doute, bon, il y a un score, là je me suis inspirée du score d'Epworth, mais en le faisant rapidement. Si vraiment il y a un doute, il faut faire un enregistrement du sommeil. Et puis on voit sur les critères si vous faites de l'apnée du sommeil ou pas. Dans les centres chez nous, c'est au centre Visa, où on fait des enregistrements du sommeil. Alors souvent, c'est d'abord à la maison. S'il n'y a vraiment aucun autre symptôme, c'est à la maison. Donc on vous pose le matériel, vous allez dormir chez vous et vous ramenez le matériel. Alors une deuxième question ? Allez, une dernière. Non, il y avait une autre là, on va faire vite. Bonjour, moi je voulais savoir si quand on a une plaque d'athérome, oui. Elle peut diminuer si on arrive à baisser son cholestérol par le régime. Que par le régime ? Alors déjà une plaque d'athérome, si elle est en place, elle est en place. Elle peut diminuer un tout petit peu, disparaître non. Donc c'est ce qu'on appelle ces gens-là, ils sont en prévention primo-secondaire, mais j'ai voulu simplifier tout à l'heure. On peut la stabiliser, entre guillemets, c'est-à-dire la rendre moins... diminuer son risque de croissance, mais là, du coup, c'est avec les médicaments et avec les statines. Voilà. Alors, les statines vont diminuer votre taux de cholestérol, mais elles vont aussi avoir un effet direct sur la plaque.
pour la rendre plus stable, et elle va arrêter de grandir, de grossir en fait. Voilà, c'est aussi le principe des statines. Mais une plaque en elle-même, toute seule, elle ne va pas disparaître. Alors, une plaque, on peut enlever, mais on les enlève que quand vraiment elles diminuent beaucoup le diamètre de l'artère. Par exemple, les plaques de carotide, on se rend compte maintenant que si il n'y a aucun symptôme neurologique, en dessous de 70%, c'est même pas la peine d'y toucher. Les médicaments font aussi bien que la chirurgie, voire mieux. Et peut-être que dans quelques années, ça va être même encore plus de pourcentage. Merci. Ouais, non, il faut qu'on... Oh non, si, on va lui poser. On va lui poser à part, alors. Je vais aller répondre à part à la question. Ouais, ok. Mais merci en tout cas, professeur Luello. Je rappelle que vous êtes professeur au service de médecine vasculaire et thérapeutique du CHU de Saint-Étienne. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.